C'est bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour les internautes. Donc, nous voici de nouveau avec l'émission Coach Live. Nous relançons donc l'émission après un long moment donc en absence après le Covid. On a arrêté un petit moment et donc nous relançons l'émission avec un premier invité de marque, donc Landry Chauvin, accompagné de la team. Bonjour Landry déjà. Bonjour à tous. Accompagné de la team Coach Live. Donc, il n'y aura pas Bruno Luzi qui n'a pas pu être présent ce soir. Du coup, le remplacé par Laurent Di Bernardo. Bonjour Laurent. Bonsoir Pépite, bonsoir à tous. Avec Imed Ama, un ancien de la maison qui est là depuis le début. Imed, bonjour. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Et Sébastien Cuvier, donc pareil, un des premiers aussi à être dans l'émission Coach Live au début. Bonjour Seb. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Lolo, Imed, Pépite, et ravi de rencontrer Landry Chauvin. Voilà. Donc, le but, encore une fois, on le rappelle pour les gens qui nous suivent et nous écoutent, le but de l'émission, c'est de découvrir, bien sûr, un profil d'entraîneur qui a eu un parcours donc atypique et qui a pu basculer dans différents niveaux. Donc, on a eu déjà d'autres profils d'entraîneurs qui sont venus, de Ligue 1, de Ligue 2 ou autre, à l'étranger. Et là, nous recevons donc Landry Chauvin qui va nous raconter, bien sûr, comment il s'est créé, comment il a vécu ses différentes expériences de très haut niveau, puisque voilà, il le rappellera, mais il est passé par le plus haut niveau dans les centres de formation, dans les équipes pro et même avec les équipes de France. Donc du coup, le but, c'est de découvrir en fait le parcours de Landry et surtout comment il s'est construit à travers ces années, que ce soit de son parcours de joueur et son parcours d'entraîneur et où il en est. Et on fera aussi l'occasion de partager 2 exercices avec lui qu'il nous a partagés et qu'on diffusera pour voir comment il les explique et comment donc on les met en place dans les entraînements. Landry, déjà présente-toi s'il te plaît. Oui, Landry Chauvin, bientôt 57 ans, puisque je suis de la fin de l'année, marié, 3 enfants, j'habite à Rennes depuis très très longtemps désormais, enfin à Saint-Grégoire exactement. Voilà, après j'ai démarré dans un petit village mayennais à La Haye-Chemazé. Je dis ça pourquoi? Parce que mes parents étaient secrétaires de mairie dans ce village. Et à l'époque, il y avait le concours de jeunes footballeurs que j'ai gagné, à ma grande surprise, parce que je ne savais même pas que j'étais capable de gagner ça. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai été repéré par le Stade Lavallois, qui était le club phare du département. Et donc, comme tout enfant, j'avais envie de devenir footballeur professionnel. J'ai passé 4 ans au Stade Lavallois et puis le jour où on m'a dit que je ne deviendrais pas pro, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai été déçu et je ne comprenais pas trop, mais aujourd'hui, je sais mieux pourquoi depuis avec mon parcours. Donc, c'était en 86, ça, en 1986, donc c'était au siècle dernier déjà. Et puis, donc, je voulais rester dans le sport. Et comme je venais d'avoir mon bac, j'ai intégré ce qui s'appelait à l'époque l'UREPS, c'est aujourd'hui l'UFR STAPS, à Rennes, pendant 4 ans. Je voulais être prof de PS. Et puis, en licence, je suis venu à Saint-Brieuc, où tu étais joueur d'ailleurs, Philippe, à l'époque, hein, et avec Thierry Bernard, que tu as eu comme coéquipier, qui était mon pote de fac. Et quand j'ai vu que j'avais affaire à des élèves qui n'étaient pas tous motivés par le PS, je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas faire mon métier, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Et se créer à ce moment-là une maîtrise de management du sport à l'UREPS de Rennes. Donc j'ai bifurqué vers la maîtrise de management du sport. Et comme il y avait le démarrage dans le monde pro est ici, comme il y avait un mémoire à faire, je me suis rappelé que j'avais fait mon essai au Stade Lavallois à l'époque au tournoi de Montaigu, parce qu'il y avait 16 nations et je l'avais fait avec le Stade Lavallois et je me suis dit mais pourquoi je ne créerais pas un tournoi de début de saison qui n'existait absolument pas à l'époque. Et donc l'AS Vitré, que j'avais rejoint après le Stade Lavallois, et on était monté, on se battait avec Saint-Brieuc à l'époque, des CR, des H, je ne sais plus comment ça s'appelait, des 4, des 3, enfin bref. Saint-Brieuc montait toujours devant nous et nous on montait après eux à l'époque. Et donc ce tournoi s'était réalisé grâce à l'AS Vitré, le club support. Ça s'appelait le Challenge National Cadet de Vitré pendant 2 ans.
Et on avait 8 centres de formation français qui venaient, les plus grands, hein, Paris, Marseille, Monaco, Strasbourg, Saint-Étienne, bref, j'en passe et des meilleurs. Et ça a été repris par le Mai-sur-Ève. C'est Carisport aujourd'hui qui a repris ce challenge national cadet. Donc nous, c'était fin août, début septembre. Les frères Delaunay m'avaient rencontré. Et comme moi, je rentrais au Stade Rennais parce que j'étais déjà éducateur. Donc ça a démarré assez tôt. Parallèlement à ma carrière, j'étais joueur promotionnel à l'AS Vitré. Mais très tôt, j'ai eu envie de devenir éducateur et on m'a confié directement les moins de 17 ans de l'AS Vitré. Donc, parallèlement à ma fonction de joueur, j'entraînais les moins de 17 ans de l'AS Vitré. Et puis, comme j'étais parallèlement à ça animateur sportif cantonal sur les cantons de Jean-Zéretier, puisque le maire de Vitré était M. Meiri et puis était aussi président du conseil départemental, j'avais la possibilité tous les mardis, puisque c'était une demi-journée libre, et j'avais demandé au Stade Rennais, à Yves Colleux, qui était présent avec les moins de 17 ans à l'époque du Stade Rennais sur le Challenge National Cadet, de venir voir ses entraînements. Et de fil en aiguille comme ça, comme j'étais tout le temps présent tous les mardis, il m'a invité à manger au centre de formation. Et puis à la fin de l'année, j'ai Patrick Rampillon qui m'a appelé en me demandant si ça m'intéressait de rentrer au centre de formation parce qu'il avait un poste à me proposer. J'étais animateur sportif cantonal. Je dis ça parce que mes parents étaient fonctionnaires, et j'étais catégorie B, donc titularisé. Et tellement peur de leur annoncer que je voulais aller au Stade Rennais, j'ai même pas pensé qu'on pouvait à l'époque on pouvait se mettre en disponibilité. C'est pour vous dire, j'ai démissionné de mon poste d'animateur sportif cantonal en catégorie B pour rentrer au Stade Rennais en CDD d'1 an. Mes parents, ils auraient été fous s'ils avaient appris ça. Et pour la petite histoire, le salaire que j'avais en net au animateur sportif cantonal était devenu un salaire en brut au Stade Rennais. C'est pour vous dire, quand on dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot, c'est faux. Sur ces postes-là, c'est faux. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Je me suis dit, qu'est-ce que tu risques, quoi. Et puis, on est un peu inconscient quand on est très jeune. Donc voilà. Et je suis rentré au Stade Rennais pour 1 an. J'avais 50% responsable de la scolarité et 50% j'entraînais les moins de 17 ans B qui étaient en DH. Et j'étais l'adjoint d'Yves Colleux. Donc tous les matins, j'étais sur le terrain avec lui. Et puis au bout d'1 an, Patrick Rampillon a décidé de lâcher l'équipe de réserve pro qu'il avait pour se consacrer uniquement à la direction du centre. Yves est monté à la D3 et moi, je suis passé aux moins de 17 ans nationaux. C'est comme ça que ça a démarré. Et tout ça pour dire à tous les éducateurs qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au-devant des clubs pro, de demander. Parce que si moi, j'étais pas allé, si je n'avais pas fait cette demande le mardi matin, et après, il faut être régulier. Mais moi, je ne le faisais pas pour entrer au Stade Rennais. Hein. Je le faisais parce que j'entraînais les moins de 17 ans de l'AS Vitré et que ça me donnait, moi, du contenu pour améliorer mes séances, tout simplement, quoi. Hein. Donc, voilà la petite histoire qui fait que, après… j'ai eu pendant 6 ans les 17 nationaux. Ensuite, il y a eu la CFA2 parce que c'était la 3e équipe du club. On voulait déjà à l'époque faire jouer nos plus jeunes joueurs plus haut pour qu'ils apprennent plus vite, pour qu'ils aillent plus vite vers le haut niveau. Donc pendant 3 ans, la CFA2 avec essentiellement des moins de 17. Puis, je suis revenu, il y a eu la création des 18 nationaux. C'est là où on gagne la Gambardella. Et suite à la victoire en Gambardella, j'ai eu pendant 4 ans l'équipe réserve pro. On est 2 fois de suite champion de France des réserves, parce qu'à l'époque, la meilleure équipe réserve de chaque groupe de National 2 ou de CFA avait le droit de faire le challenge des réserves pro. Et puis ensuite, la dernière année, je suis devenu adjoint de Pierre Dréossi en Ligue 1. On a fait la Coupe d'Europe, c'était l'année de Coupe d'Europe. Et puis, Pierre a décidé de passer la main à Guy Lacombe à l'intersaison. Et j'arrivais en fin de contrat, je passais mon BEPF. J'ai eu mon formateur en 98 et je passais mon BEPF. Et puis là, le hasard a fait que Sedan m'a appelé. Moi, quand je passais mon BEPF, c'était pas dans l'idée de devenir un jour entraîneur pro, c'était continuer de m'enrichir, voilà, tout simplement, des joueurs pro au quotidien. Donc, mon histoire a été faite comme ça. Et puis après Sedan, j'ai signé d'abord 2 ans à la Charte, et puis le président m'a prolongé.
J'ai eu l'occasion j'ai été nominé aux Oscars du foot, enfin sur Canal, là, aux Oscars au titre de meilleur entraîneur de Ligue 2. Et j'ai eu que l'embarras du choix. J'ai choisi Nantes. Et puis au bout de, je sais pas, c'était à quelques journées de la fin, il y a le Stade Brestois de Ligue 1 qui m'a appelé. Et là, j'ai connu mon premier gadin, puisque je me suis fait licencier à 8 journées de la fin. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai l'étiquette d'informateur. Pourquoi? Parce que je pense que, après, il ne faut jamais regretter dans la vie, mais après Brest, mes enfants étaient jeunes. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout le temps être en activité. Je ne supporte pas ne rien faire. Et j'ai eu l'UNFP qui m'a appelé pour me demander s'il y avait le club africain de Tunis qui cherchait un entraîneur. Moi, j'avais connu Bertrand Marchand bien avant, qui avait entraîné le club africain de Tunis. Et c'était avant la Révolution. Et j'y suis allé, mais sans prendre suffisamment de recul. Et je n'étais pas prêt pour l'expatriation à ce moment-là. J'ai fait 3 mois et puis je suis parti moi-même. C'était 1 an après le printemps arabe et j'ai vu des trucs extrasportifs que… voilà. Quand tu dis pas prêt par rapport à la vie à l'étranger et leur façon de procéder, c'est ça? Oui, parce que mes enfants étaient jeunes, ils sont restés à la maison et moi j'ai besoin d'avoir de voir mes proches régulièrement. Voilà, ça fait partie du truc. Et puis en plus, le contexte n'était pas du tout celui de l'époque où j'étais allé voir Bertrand, puisque c'était après le printemps arabe et il y avait beaucoup de tensions autour des terrains. J'ai connu beaucoup de violence sur les terrains notamment. Il y avait des jours où on rentrait, on était escorté par la police, on devait aller dormir dans un hôtel parce que tes supporters savaient où tu habites et t'attendaient au coin de la rue. Donc, c'était assez particulier et moi, je n'étais pas prêt pour ça. Donc, je suis parti du jour au lendemain, comme un voleur quelque part. Et puis, je me suis retrouvé au chômage et puis, il y a eu un appel de Caen parce que Nasser Largué, DTN aujourd'hui d'Arabie Saoudite, était à l'époque directeur du centre de Caen, mais avait aussi signé un contrat de DTN au Maroc. Et donc, son contrat en France n'avait pas été homologué. Et pour rendre service, j'ai dit, allez, ok, pourquoi pas, quelques mois. Et j'ai manqué de patience parce que j'avais été sollicité par des clubs pro, notamment un grand club pro féminin. Et je me croyais, moi, devenu un entraîneur de Ligue 1 alors que j'avais fait que 30 matchs. Enfin, c'était ridicule. Mais aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, on apprend tout ça. Et puis, je suis revenu à la formation. Et là, comme par hasard, Philippe Montagnier, qui était entraîneur de Rennes à l'époque, me dit, mais Landry, je ne savais pas que tu voulais revenir à la formation. C'est chez toi, c'est chez nous, il faut que tu sois. Et quand j'étais entraîneur à Sedan, j'allais beaucoup en Belgique et le système d'académie existait beaucoup en Belgique. Donc, j'ai proposé de créer l'Académie Rouge et Noir qui regroupait toutes les entités du club. Ça a été un magnifique projet qu'on a mené pendant 5 ans. Et voilà, jusqu'aux joueurs nés en 2005, c'est 100% de notre travail quelque part. Et on a vendu le club a vendu pour plus de 200 millions fait plus de 200 millions de transferts. Donc voilà, ça a été une magnifique, et on ne fait pas tout seul, hein, c'est en équipe bien évidemment. En gros, on a regroupé l'école de foot, la section amateur, le centre de formation sur une même entité, avec une seule équipe par année d'âge. Enfin bref, mais on oublie aujourd'hui que j'ai été 220 fois sur les bancs d'une équipe pro. Et puis donc, il y a Olivier Létang qui était devenu le président du Stade Rennais. Et après quasiment 5 ans, moi, je lui avais fait part au cours d'un entretien de ma volonté de retrouver le terrain parce que je gérais aussi tous les contrats. Alors, ça a été intéressant parce que ça m'a permis de voir comment on pouvait monter un contrat jusqu'au premier contrat pro et notamment certains transferts. Donc, ça a été aussi une partie intéressante de mon métier. Mais on s'éloigne du terrain parce qu'on a beaucoup, on a affaire qu'aux agents quasiment, on est tout le temps en rendez-vous avec eux. Et il s'était rappelé que je lui avais dit que je voulais retrouver le terrain, et puis en me disant à la fin de la 5e année qu'il n'était pas en mesure de me le promettre, donc il fallait mieux que l'aventure s'arrête là. Et j'ai eu cette opportunité fantastique d'avoir un coup de fil de Cyril Moine, qui était proche de Walid Halilhodži, qui m'a dit « Walid cherche un adjoint pour la section A du Maroc. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et bon, Walid, je le connaissais parce que quand on gagne la Gambardella, c'est lui le coach de Rennes. C'est un mec adorable,
dans la vie de tous les jours. Mais par contre, quand la compétition est là, il peut devenir très, très, très exigeant. Et donc, il faut savoir vivre avec tout ça. Mais c'était une magnifique expérience. Mais je faisais que des piges. J'allais 20 jours sur chaque rassemblement. Mais c'était super parce qu'à côté de ça, je suivais des joueurs en Europe. C'était les Ziyech, Hakimi, Bounou, Amrabat et compagnie. Hein, et la plupart jouent encore aujourd'hui. Et on était dans des conditions fantastiques. Hein. Je comprends mieux pourquoi le Maroc aujourd'hui est en train de devenir la nation numéro 1 africaine et va tutoyer, à mon avis, dans la décennie à venir, les meilleures nations du monde entier. Parce qu'ils ont des infrastructures fantastiques. Hein. Le centre technique de Mamoura au Maroc, c'est pour moi le plus beau centre que j'ai eu l'occasion de voir au monde. C'est beaucoup mieux que Clairefontaine, très honnêtement. Pour faire simple, on peut y rassembler toutes les sélections A. Vous imaginez Clairefontaine avec la sélection A masculine, A féminine, A futsal, A soccer, A beach soccer, pardon. Tout le monde peut être rassemblé sans se croiser sur ce même site. C'est un truc fantastique. Il y a 16 terrains, dont un couvert aux dimensions. Enfin, il y a 4 restaurants. Enfin, c'est un truc de malade. Et franchement, c'est à voir si vous avez l'occasion d'y aller. Et puis, je savais que la DTN cherchait un entraîneur national. Donc, c'est Jean-Claude Gentini qui, à l'époque, allait partir à la retraite, qui m'avait dit d'être patient. Donc, le Maroc était super par rapport à ça. Puis, il y a eu le Covid. Ça s'est arrêté en mars. Et puis, j'ai eu l'occasion de rentrer à la DTN en juillet. J'avais 3 missions à la DTN, une sélection nationale, la visite de tous les centres de formation pour les agréments, donc ce qui m'a permis de voir la totalité d'entre eux au moins 3 ou 4 fois, et puis aussi la responsabilité du BEFF pour ceux qui veulent des directeurs de centre. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai un panel un petit peu élargi. Si on m'avait dit qu'en partant de Chemazé pour revenir au tout départ que j'allais vivre ça, après 33 ans, j'aurais signé avec mes doigts de pied, je pense. Donc voilà, aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. Pourquoi j'ai quitté la DTN? Parce que la question elle va m'être posée, je pense, je préfère le dire maintenant, parce que j'étais en fin de contrat au mois de juin. Et je marque un temps d'arrêt pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas dire de bêtises. J'ai découvert au cours d'une réunion que je n'aurais pas de sélection l'année prochaine. Et moi, le terrain, c'est ce qui m'anime le plus. Donc, je n'ai même pas cherché à savoir s'ils voulaient me conserver. J'ai dit, on arrête là, c'est peut-être un signe du destin et puis c'est le moment de bifurquer, faire autre chose. Je pensais sincèrement retrouver un club. Je n'ai pas retrouvé de club. J'ai eu 2 entretiens avec des clubs belges. J'ai eu aucun contact en France. J'ai juste eu des centres de formation parce que j'ai encore cette étiquette d'entraîneur-formateur qui me colle à la peau. Et quand on a passé autant de temps au Stade Rennais, j'ai préféré. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où je suis capable de dire pour l'instant, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Je préfère être honnête avec les personnes et pas aller plus loin. Donc, j'ai refusé ces sollicitations. Et puis, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau challenge, bien évidemment, en France, à l'étranger, avec un club ou une sélection. Mais voilà. Et comment tu expliques que tu n'as pas pu, le peu de propositions, ne serait-ce qu'en France, alors en National, Ligue 2, Ligue 1, est-ce que c'est le fait d'être à la Fédé pendant un certain temps, on sort des radars, ou j'ai comme exemple Ludo Batelli, que moi j'ai eu comme entraîneur, qui était à la Fédé aussi, et avant entraîné des clubs comme Troyes, Amiens, et puis qui est sorti du radar du monde professionnel pour occuper une place sur un banc de Ligue 1 ou Ligue 2, voilà. Il y a une corrélation entre les deux choses. Est-ce qu'on fait vraiment état de dire il est à la DTN, il a une équipe de France, U17, U19. Voilà, c'est pourquoi, d'après toi? Il y a sans doute un petit peu de ça, mais je crois qu'il y a aussi malheureusement le contexte actuel qui fait que je pense que des clubs et d'abord des entraîneurs auraient eu envie de changer de club. Mais pour changer de club, il faut qu'il y ait un départ dans le club où ils ont été sollicités. Alors aujourd'hui, avec le contexte économique des droits télé, bien évidemment, quand on a un contrat, il vaut mieux s'y tenir, même si on n'est pas tout à fait à l'aise dans le club où on est. Et puis 2, les clubs, si l'entraîneur ne veut pas partir, même s'ils veulent qu'il parte, aujourd'hui, ils y regardent à 2 fois avant de le licencier parce que ça coûte un petit peu de sous. Donc, je crois qu'il y a aussi ce contexte-là. Et voilà, c'est pour ça que quand l'UNFP m'a sollicité en juillet, j'ai tout de suite dit oui parce que ça me permettait aussi de remettre un pied dans le monde pro avec les matchs amicaux qui sont organisés. C'était une magnifique aventure. Okay. Imed? Non, j'allais dire que c'est difficile, je pense, que pour un entraîneur comme toi d'avoir cette étiquette de formateur qui te colle encore, alors que,
comme tu disais aussi bien tout à l'heure, tu as quand même fait 200 bancs au plus haut niveau. Est-ce que tu penses que c'est pas justement ça qui t'est collé encore aujourd'hui? Est-ce qu'on te cantonne pas justement à un seul rôle de formateur et qu'on ne voit pas en toi les qualités d'entraîneur, tout simplement? Peut-être, mais je crois que le plus simple, ça serait de demander aux joueurs qui ont connu, qui ont vu la deuxième partie, enfin qui ont vécu la deuxième partie du stage de NFP. Et franchement, j'étais comme un poisson dans l'eau avec eux. Et parce que moi, ce que j'aime, c'est le terrain, et c'est partager des émotions avec eux. Et sincèrement, aujourd'hui, qu'on soit avec des amateurs ou qu'on soit avec des professionnels, pour moi, ça change absolument rien parce que on a envie de partager quelque chose, de vivre un objectif commun, quoi. Et après, quoi dire d'autre? Il faut tomber sur, vous savez comment c'est, hein, quel que soit le niveau, il faut. Pourquoi je suis arrivé à Sedan alors que j'étais que formateur? C'est parce que Michel Rouquette, qui était à l'époque le directeur sportif de Sedan, était proche de Gérard Rouillet, qui était le DTN de l'époque, et que en s'enseignant auprès de Gérard Rouillet, il lui avait dit à l'époque, il y a deux garçons qui étaient un petit peu, qui étaient pas trop mal au niveau du DEPF, ça s'appelait DEPF, c'était Laurent Guyot et moi à l'époque. Et puis, il a su convaincre son président, Pascal Urano. Donc, il faut tomber sur quelqu'un qui te fasse confiance. Et puis après, à toi de matérialiser cette confiance qui t'est accordée, quoi. Mais, donc, il me tarde de trouver quelqu'un qui, de nouveau, me fera confiance, sachant que je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est un peu comme le vin. On se bonifie avec l'expérience et avec l'âge, quel que soit le niveau, hein, et quel que soit son degré de diplôme, d'ailleurs. C'est de plus en plus dur. Le métier est de plus en plus dur, Landry, qu'il y a 10 ans. Oui, bien sûr. Il faut. Après, si aujourd'hui j'ai cette chance extraordinaire, c'est d'avoir le choix, d'avoir le temps d'avoir le choix. Et donc, je me l'autorise. Maintenant, je sais que là, j'ai eu plusieurs sollicitations de centres de formation. Si demain, je dois. Parce que je m'ennuie ou je vois que ça ne sera pas possible de retrouver une équipe première, je sais que j'aurai toujours cette possibilité de revenir dans un centre de formation. Mais quand on est passé au Stade Rennais, c'est compliqué parce qu'on est quand même si moi j'ai connu le Stade Rennais qui on s'entraînait sur un stabilisé au départ avec Patrick Ampillon. Attention, hein, j'ai connu cette montée en puissance avec l'arrivée de la famille Pinault, hein. Mais il ne faut pas croire que ça a toujours été le club formateur que c'est aujourd'hui. Par rapport à ce que tu as dit depuis le début, tu as parlé beaucoup de manque de patience. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es en train de dire que maintenant, tu es plus patient et tu parles que tu as fait des choix, le cas du choix de l'étranger, par exemple, qui était un peu un choix rapide. On dirait que quand des fois des entraîneurs se arrêtent dans un club, tu remarques que des fois ils ne reprennent pas tout de suite. C'est comme s'ils avaient le temps d'attendre une belle opportunité. Alors après, je sais que c'est souvent lié à des opportunités, mais là, tu as marqué plusieurs fois le coup de dire la patience, le temps. Est-ce que tu penses que c'est un critère important, ça? Oui, c'est un critère important, mais je crois surtout après, il faut être. Ça dépend de sa personnalité, de la personnalité de chacun, et de son parcours aussi. Et sincèrement, si à l'époque où je suis entraîneur à Brest en Ligue 1, donc j'ai fait 35 matchs, 30 de championnat et 5 de coupe, même si on sait que ça fait partie du métier, le fait d'être limogé, on est relégable pour la première fois à la différence de but. J'apprends en achetant l'équipe le mardi matin que je ne serai sans doute pas sur le banc à Bastia le samedi suivant. C'est comme ça que je l'ai appris, hein. Et je fais l'entraînement normalement. Et donc, si moi je l'ai lu, les joueurs l'ont lu, hein, faut être clair. Le staff l'a lu, tout le monde l'a lu. Et j'ai pris vraiment j'ai très mal vécu quand l'annonce a été officialisée dans l'après-midi, parce que je m'en suis énormément voulu. J'ai beaucoup culpabilisé. Et si j'ai pas mes proches, ma femme, mes enfants, la famille qui est à côté de moi, je pense que sincèrement, je peux vite faire une petite dépression. Il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Il faut être accompagné. Et aujourd'hui, avec le recul,
Bon, j'ai la chance d'avoir de grands enfants qui vivent leur vie de leur côté, donc c'est plus du tout pareil, quoi. Je suis plus du tout dans le même contexte. Mais aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à qui que ce soit, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour être heureux dans mon métier d'éducateur ou d'entraîneur de foot? Quel niveau? Quelle catégorie? Quel endroit? C'est se poser les bonnes questions et à partir de là où il faut être en phase avec soi-même. À partir du moment où on s'est posé ces questions-là, on a des sollicitations. OK, est-ce que ça correspond aux critères que moi je me suis donné pour moi-même? S'il y a un des 3-4 critères qui n'est pas là, il ne faut pas avoir peur de dire non. Maintenant, je suis très à l'aise. Il faut aussi pas se voiler la face. Il y a un moment donné où pour certains, ça peut être alimentaire de retrouver un poste. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ça. Donc, tout dépend du moment où on se trouve dans sa propre vie, quoi. Si on a la possibilité d'être patient, il faut être patient. Moi, j'ai juste une question, Landry, pardon. Je suis déjà admiratif du parcours et envieux aussi, surtout de la diversité du développement de la carrière avec les jeunes sur les pros. Les changements que tu as pu observer entre tes débuts et l'heure actuelle, et aussi la petite interrogation que j'ai par rapport à ta carrière, Landry, ça va peut-être être une réponse aussi à ma question. Quand tu es parti en Tunisie, tu es parti tout seul ou tu étais accompagné d'un staff? Non, j'ai été accompagné d'Eric Atta, que j'avais connu comme éducateur au Stade Rennais, qui est aujourd'hui dans la cellule recrutement du FC Metz. Eric, c'est le papa de Arthur, qui joue aujourd'hui à l'Udinese et brillamment à l'Udinese d'ailleurs. C'est un ami tout simplement, et lui est béninois d'origine et il connaît parfaitement le contexte africain. Et heureusement qu'il était là, parce que il m'a beaucoup aidé. Mais à l'époque, aujourd'hui, je repars parce que c'est, encore une fois, mes enfants font leur vie. Okay. Et à l'époque, ils étaient tout petits, quoi. Et j'ai souvenir quand tu appelles ta femme et puis elle te dit que le petit, le matin, il pleure pour aller à l'école parce que son papa n'est pas là, tout ça. Et quand toi, tu es très loin, c'est pas évident à vivre. Donc, ça fait aussi partie de ces critères. Est-ce que tu es capable de supporter ça ou pas? Et puis, c'est par rapport au staff, Landry, ou pareil, quand tu t'es passé avec les pros de Sedan, Nantes, Brest, tu as toujours eu le même staff, tu as eu tes adjoints. Là, on voit aujourd'hui maintenant les staffs, ils sont surpeuplés, ils sont richement dotés. Après, on va pas se voiler la face. Moi, je m'appelle pas, je suis pas un grand nom du foot. Donc, quand je suis arrivé à Sedan, le président Urano, il m'a dit on te donne pas le choix, quoi. Le staff en place. Et puis après, comme moi, je suis assez facile d'accès, tout ça. Par contre, quand j'arrive à Nantes, il y avait Fabrice Grange qui était sous ce contrat entraîneur des gardiens. Par contre, j'avais la possibilité de prendre un adjoint et un prépa physique. Donc là, c'est plus facile. À Brest, c'était la même chose. Donc, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Moi, aujourd'hui, il y a un président qui m'appelle et je dois venir seul. Je viens seul parce que ça ne me dérange absolument pas, quoi. Ouais. Oui, après, je comprends. Demain, on est 4 adjoints, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas. Enfin, voilà, un spé défenseur, un spé milieu, on se met d'accord. Ça dépend de la. Après, je comprends Lolo dans la réflexion de quand tu débarques. C'est vrai que quand tu bouges et que tu prends une décision assez hâtive d'aller dans un projet. Si tu n'as pas la main ou si tu n'as pas l'entourage, comme tu dis, toi, familial qui te suit ou un staff que tu sens avec toi à l'aise et tout, c'est vrai que d'entrée, tu arrives dans un contexte qui n'est pas simple par rapport à ce qui s'est passé juste avant que tu arrives, par rapport au président et ce qu'il a mis en place ou par rapport aux états d'âme des uns et des autres. Tu arrives dans un contexte où tu dois prouver à tes joueurs, à ton staff, plus après, bien sûr, à tous ceux qui sont les présidents et autres. Mais le rôle, il est décuplé dans le côté… tu dois plaire à tout le monde, quoi. Et sans parler des supporters et tout ce qui est après avec. Mais déjà, si tu dois arriver à mobiliser le staff, que tout le monde aille dans ton sens, qu'il n'y a pas… C'est vrai que si tu arrives sans les gens que tu voulais amener ou que tu sais qu'ils peuvent aller dans ton sens,
c'est vrai que c'est pas les dés sont pipés ou foirés, mais c'est vrai que je pense que c'est pas simple, quoi. Oui, après, ça dépend vraiment de l'endroit. Puis, encore une fois, aujourd'hui, il faut tenir compte du contexte économique actuel, hein. Oui. Et Oui. hormis les grosses cylindrées de Ligue 1, mais aujourd'hui, même en Ligue 2, c'est dur d'arriver à débarquer en disant j'amène mon staff, quoi. On peut pas. Non, c'est impossible, c'est impossible. Landry, je vais te poser une question cash. Il y a Bastia qui cherche un club, qui cherche un entraîneur. Oui. Aujourd'hui, tu n'as rien. Oui. Tu seras assez fou pour y aller? Parce qu'on parle. Fou n'est pas le terme. Après, la chance que j'ai, c'est que grâce à la DTN, je suis allé à Bastia parce qu'ils ont ouvert leur centre de formation il y a plus d'1 an. Et donc, il y a eu plein de visites préalables et ça faisait partie de mes missions. Donc, je sais complètement où je mettrais les pieds si demain le président Ferrandi m'appelait. Donc, oui, bien sûr, j'y vais. D'accord. Okay. Mais j'y vais pas en étant fou, j'y vais en étant. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'il y a un potentiel et que je me sens capable de relever le challenge, quoi, hein. En plus, il y a une équipe, jeune. Parce que nous, on ne connaît pas, on voit par la presse, on voit le côté extérieur de ce qui se passe, hein. Ça paraît fou d'aller entraîner. C'est simple, aujourd'hui, avant que de démarrer une saison, quel que soit le niveau, il faut plusieurs ingrédients pour que ça marche. La saison, elle se joue souvent sur le recrutement parce que quand tu as de bons joueurs, c'est plus facile d'avoir des résultats. Après, c'est à toi de les faire vivre ensemble. 2, il faut des infrastructures. Ça, c'est indéniable. Et 3, il faut les gens qui gravitent autour de ton équipe, les dirigeants qui soient en phase avec toi. Ça, c'est les 3 trucs. À partir de là, tu bosses, quoi. Et puis, on sait très bien que à partir du moment où tu signes ton contrat, tu sais que le compte à rebours démarre dès lors que tu vas mettre le pied sur le terrain lors de ton premier entraînement. Mais ça, c'est pas grave, c'est notre métier, ça. Mais aujourd'hui, même au niveau régional, tu vois des trucs, hein. Donc, c'est pas simplement au niveau pro, hein. Quelle différence tu vois là? Parce que je voyais, tu as fait les 3 dernières années avec les U20, Landry, c'est ça? Alors, on suit notre génération pendant 3 ans. Donc, j'ai démarré les 2003 U18, puis après, on était en U19, on a fait le championnat d'Europe, on a perdu en demi. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde U20 en Argentine. Et après, j'ai gardé les U20 parce que c'était l'année olympique et c'était U20, U21. Donc, j'avais un mix 2003-2004 et j'étais un peu, avec Thierry Henry, je prenais dans mon groupe les garçons qui, lui, voulaient voir en réserve, entre guillemets. Et puis après, j'ai repris les 2007 en U18. Quelle est la différence que tu vois avec les générations que tu as connues à tes débuts au Stade Rennais Alors, pour moi, on me pose souvent cette question-là. Mais pour moi, il n'y a pas plus de branleurs. Il n'y avait pas plus de branleurs hier qu'il y a de branleurs aujourd'hui. Ça, c'est complètement faux. Le bon joueur d'hier serait le bon joueur d'aujourd'hui et inversement, très honnêtement. Il y a autant de joueurs respectueux des règles que aujourd'hui. Alors attends, je vais changer la question. C'est pas ce qu'il y a autour d'eux qui a changé. Exactement, c'est ça que j'allais te dire. Est-ce que c'est pas ça qui a changé? Tout ce qui est autour d'eux. Après, c'est à nous aussi de vivre avec ça. Moi, sincèrement, les mecs qui disaient de mon temps, avant, machin, ils m'agacent. Je vais être honnête, ils m'agacent. Ce qui est derrière, on ne peut pas revenir sur le passé. De toute façon, on n'a pas le choix quelque part. Hein. De toute façon, OK, qu'est-ce qui. Après, moi, j'aménageais des plages pour que les joueurs voient leurs agents, voient leurs proches. Où est le problème? Sinon, ils vont le voir en cachette. Donc, je préfère que tout soit clair et dans l'emploi du temps, il y avait des plages réservées aux proches. J'appelais ça aux proches, comme ça, ils pouvaient voir qui ils voulaient. La question par rapport à ce que tu dis là, c'est si tu compares aujourd'hui, même si je ne sais pas si on peut le faire, mais si tu compares aujourd'hui ce qui se fait au Maroc et que tu dis que le contexte d'entraînement, tout ce qu'ils ont pour les sélections est mis au maximum de l'élite. Aujourd'hui, l'évolution donc du Maroc et des joueurs qui forment, on voit bien qu'ils ont des résultats, on voit bien que ça prend de l'ampleur. Est-ce que notre formation, elle continue à être bonne ou est-ce que c'est le Maroc, par exemple, ils prennent de l'ampleur? En termes de joueurs,
est-ce que le profil que les Marocains prennent, même si c'est vrai que les Marocains, peut-être qu'ils ont des joueurs peut-être plus techniques, et encore, je ne suis même pas sûr, est-ce que le profil qu'ils prennent, eux, c'est un profil que nous, on prendrait? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que notre formation française, qui a depuis de longues années, on le sait, prend des profils types, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le Maroc a cette même règle en prenant peut-être des profils des grands costauds, ou est-ce qu'ils vont sur des joueurs avec des techniques ou je sais pas, des profils vraiment différents? Est-ce que le travail, tu sens qu'il n'est plus du tout le même pour eux par rapport à nous qui restons à stagner un peu sur ça, quoi? Alors, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai eu un journaliste de Ouest France qui m'a interviewé dans l'optique de la CAN sur les binationaux. Parce que le Maroc actuellement, moi quand je suis avec la sélection du Maroc, là, il n'y avait que 3-4 joueurs formés au Maroc. Hein. Il faut savoir que tous les autres, c'était des binationaux, hein, entre des garçons qui sont… il y avait à la fois les pays Belgique, Pays-Bas, un peu d'Angleterre, un peu d'Italie, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français formés en France. Donc, celui qui a révolutionné la détection des talents au Maroc, c'est Nasser Larguet. Et Nasser, moi je me souviens quand je suis directeur du centre à Rennes, il m'appelle parce qu'il rassemble à Ploufragan 2 sélections. Il avait sélectionné une vingtaine de jeunes formés au Maroc et une vingtaine de binationaux qu'il voulait voir. Il voulait les confronter. Et nous, avec la réserve du Stade Rennais, on avait joué contre l'équipe des binationaux. Et à l'époque, il y avait Hakimi qui était au Real Madrid. Hakimi, il n'est pas né au Maroc, hein, il est né en Espagne. Donc, c'est aujourd'hui le pays. Alors, l'Algérie est en train d'emboîter le pas, mais le Maroc a aujourd'hui un grand temps d'avance parce qu'eux, ils ont mis à côté de cela une organisation et ils ont surtout des infrastructures qui, à mon avis, qui pour moi en font que c'est le seul pays africain qui est capable de recevoir seul la Coupe du Monde. Oui. Et parce qu'il y a tout, il y a des infrastructures hôtelières, routières, stades, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, Nasser avait déjà démarré avec l'Académie Mohamed VI, et puis aujourd'hui, ils emploient beaucoup d'éducateurs français d'ailleurs, qui sont payés par la fédération marocaine, mais qui sont détachés dans les clubs. Et dans les pôles. Et dans les pôles, exactement. Donc, c'est un ensemble. Ils ont créé un environnement et comment dire, eux, leur objectif, c'est la Coupe du Monde 2026, là, 2030, pardon, qu'ils vont partager avec l'Espagne et le Portugal. Donc, et c'est comme dans tout. Quel est notre horizon lointain, quel process on met c'est quoi nos valeurs? Ensuite, on définit notre vision et on met les process qui vont permettre d'aller vers l'obtention de cette vision. Mais pour répondre à ce que disait Pépite tout à l'heure, Pépite, attention, hein, les Marocains, ils savent qu'aussi en Afrique, surtout les pays du Maghreb, on avait un déficit athlétique les années d'avant, les 20 dernières années. Le Maroc l'a comblé, hein, ça, sur le plan athlétique. Il faut regarder la sélection. À des postes, tu as des garçons qui sont aussi costauds. Après, je ne pense pas que ce soit une question de type de joueur qu'ils ont. C'est-à-dire que Nasser, il forme, il détecte d'abord dans les petits clubs. Et après, il y a tout un process de formation qui est mis en place et qui se matérialise par les académies qu'ils ont créées et qui développent beaucoup de talents. Et tu regardes, par exemple, un parcours comme Naïef Aguerd, par exemple, que Nasser a vu très jeune, et dont les formateurs, à l'époque, n'y croyaient pas parce qu'il était très frêle. Et Nasser y a cru et regarde la carrière qu'il fait derrière. Ouais. Oui, mais la finalité de ce que tu disais, Landry, c'est quand il a rapporté à Ploufragan l'équipe des recrues marocaines et de l'autre côté les binationaux, est-ce que vous avez observé quelque chose de différent sur les 2 équipes ou sur à l'époque, oui, parce que ça remonte c'était en 2016, je crois, donc ça remonte, ça fait 10 ans déjà. Et c'était uniquement pour que tous ces entraîneurs, ces collaborateurs voient l'énorme différence qui pouvait exister entre ce qui se faisait au Maroc et puis celui était précurseur avec l'Académie Mohamed VI, mais aujourd'hui c'est repris partout. Mais aujourd'hui, 50% de l'équipe A marocaine sont des binationaux, hein, faut pas l'oublier. D'accord, ouais. Okay.
Lolo, petite question là-dessus? Non, moi, juste pareil, toujours par rapport à l'évolution et par rapport aussi forcément aux différents clubs, et je pense notamment à la culture nantaise. Est-ce que ta philosophie de jeu, tes principes, tes idées de jeu, ton projet de jeu a évolué ou tu as été à chaque fois en mesure de t'adapter? Et surtout aussi au niveau national, au niveau de la fédération, est-ce que tu étais libre de mettre en place ce que toi tu ressentais ou tu avais envie de mettre en place, ou tu étais sous la coupe d'une organisation forcément et d'une politique sportive que tu devais appliquer? Alors, complètement libre. Là-dessus, on n'a aucune consigne particulière. Après, dans le système, que ce soit système ou que ce soit… Ouais, on est complètement libre. On est complètement libre. Moi, je suis toujours parti du principe depuis tout le début. Hein. Une petite anecdote, l'année où on gagne la Gambardella, moi, j'ai également l'équipe réserve. Et en réserve, on jouait à 4 derrière. Et en Gambardella, on jouait à 3 parce que les deux pistons étaient très offensifs. Parce que moi, je suis toujours parti du principe qu'il faut que les meilleurs joueurs jouent ensemble et soient sur le terrain ensemble en même temps. Et c'est à l'entraîneur de se débrouiller pour les faire jouer ensemble. Parce que à partir du moment où tout le monde pense le même football, je ne vois pas pourquoi tous les talents ne pourraient pas être en même temps sur le terrain. Ça, c'est un avis personnel. Mais j'en suis convaincu. Et à partir de là, là où j'ai beaucoup avancé par rapport au début, c'est qu'aujourd'hui, j'ai formalisé. Mais moi, je ne parle pas de projet de jeu. Je parle de principe de jeu commun. Et pourquoi la grande différence? Parce que tu joues à 4, à 3, à 5, comme tu veux, les principes sont les mêmes. Que tu joues haut, que tu joues médian, que tu joues bas, les principes sont les mêmes. Et après, il faut arrêter de se triturer l'esprit. Il y a 4 grands moments dans le match. Hein. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on vient de le perdre, on vient de le récupérer. Et il faut arrêter d'intellectualiser le truc là en parlant de… Non, il faut être très simple. Simplicité, efficacité, comme sur le terrain. Donc, à partir de ces 4 moments-là, j'ai eu le temps, c'est la chance que l'on a à la Fédé, c'est qu'on est très pris sur des périodes, puis il y a d'autres périodes où on a le temps de se poser et de formaliser. Avec des petites séquences vidéo, c'est ce que je vais présenter à droite à gauche pour les clubs qui me demandent aujourd'hui, je trouve ça sympa. Et d'où mon petit club LC, je ne sais pas si on y reviendra à la fin, mais ça c'est pour m'occuper l'esprit, parce que j'ai besoin d'être tout le temps en éveil. Et comment… à partir de ces 4 grands moments-là, demain, j'arrive dans un club, c'est ce que je présente aux joueurs. Voilà, c'est les principes de jeu commun. Je prends un exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vient de récupérer le ballon? Pour moi, celui qui récupère le ballon, il y a 3 types de joueurs. Et celui qui récupère, il doit avoir une intention de jeu vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément jouer vers l'avant. Hein. Mais il doit avoir une intention de jeu vers l'avant. Mais pour pouvoir le faire, il faut que les mecs qui sont de lui au moment où il récupère le ballon, continue d'étirer l'adversaire, viennent pour le ballon, continue d'étirer l'adversaire pour lui laisser le temps de choisir la bonne solution, et ceux qui sont derrière lui l'accompagnent. Donc voilà, c'est plein de petits trucs avec vidéo à l'appui, bien habillé, mais j'ai eu le temps de mûrir ça, et ça c'est un vrai plus aujourd'hui. Et question par rapport au fait que tu n'es pas de club aujourd'hui, que tu as des propositions, mais pour l'instant tu n'as pas fait de choix. Aujourd'hui, de ton parcours, qui est quand même un parcours haut niveau, prendre une équipe de N3, N2, N1, est-ce que ça rentre aussi dans tes profils de potentiel club à prendre, équipe à prendre? J'arrive à un âge où j'ai 3 critères qui me feront choisir une destination. Et je vais dans l'ordre. Un, c'est sentir les gens qui me contacteront. C'est-à-dire, si je sens qu'il y a un feeling avec eux, alors on peut toujours se tromper, hein, c'est quand même avec un ou une conjointe, hein, mais ça fait partie du truc. 2, les infrastructures. Parce que sans infrastructure, je l'ai vu à Brest, moi, il n'y a pas de centre d'entraînement à l'époque. Quand tu arrives l'hiver, c'est galère, tu le payes forcément. Et puis 3, alors en cours de saison, c'est plus compliqué. Mais 3, il faut quand même un minimum de joueurs à disposition pour pouvoir performer. Quoi. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a l'effectif qui était mis à ta disposition et les moyens qu'on te propose d'avoir pour mettre à disposition. Mais et l'aspect financier, il arrive qu'après. Donc, après, pour répondre à ta question, moi, j'exclus rien. J'exclus rien du tout. Toi, tu veux vraiment avoir
l'envie avant tout de prendre plaisir et de partager en fait ton expérience. Oui, peu importe oui, le niveau. Tant que oui. l'humain et les relations Exactement. et les objectifs soient en face, quoi. Je vais même plus loin. Et demain, il y a un coach qui se dit, tiens, il serait pas mal dans mon staff, mais c'est avec grand plaisir, et parce que le- la lumière, c'est une chose, mais le plus important, c'est ton utilité au quotidien. Qu'est-ce que tu rapportes derrière? Ouais. Et un autre truc par rapport à tout ce que tu as raconté, tu as l'air d'avoir bien sûr touché un peu à tout, vu un peu à tout, parce que tu as parlé des contrats, tu as parlé de la partie même, je pense qu'il doit y avoir dedans la rémunération des agents, les commissions et tout ça. Je pense que tu as un peu regardé tout ça, donc c'est super intéressant. Tu n'as pas parlé de la cellule de recrutement. Est-ce que toi, tu participais ou est-ce que tu allais dans les clubs où tu as été entraîneur premier ou même dans les centres de formation, est-ce que tu participais à ça? Est-ce que tu avais des critères ou est-ce que c'est toi qui donnais les critères ou est-ce que c'était d'autres personnes? Aujourd'hui, pour moi, je reprends une formule, je crois que c'était Jean-Michel Aulas à l'époque, l'entraîneur est le pilote de la Formule 1. L'entraîneur, il est de passage, quel que soit le niveau. Faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, pourquoi à un moment donné, les clubs français, il y avait des clubs, et donc ça renaît d'ailleurs, hein, il y a plus de 40 joueurs pro, parce que dès qu'il y a un entraîneur qui arrive, il veut faire son recrutement. Mais il y a des contrats qui courent derrière. Moi, ma meilleure saison, c'est à Sedan, on était 18 plus 2 gardiens pro. Ce qui me permettait, moi, j'ai lancé les Pogba, Le Bihan, enfin Florentin Pogba, Michael Le Bihan, Naïm Sliti, Losemi Karaboué, Cours, Lotois, enfin bref. Et ça permet de tous les jours d'avoir des jeunes qui viennent à l'entraînement. Aujourd'hui, il faut 16 joueurs utiles pour faire 90% du temps de jeu. 16 joueurs utiles. Et j'habite Saint-Grégoire. J'ai eu une réunion avec eux, comme l'année dernière, avec la Théâtre Rennes. Laurent, qui est à Cesson, il fait le bilan de son année passée. Je suis sûr qu'il a, il a entre 14 et 16 joueurs qui ont fait 90% de son temps de jeu. Donc, à quoi ça sert? Moi, je suis président demain d'un club de N2, de N3, de R1. Je dis à mon entraîneur, tu as 16 joueurs là. Les autres, tu choisis dans ces 16 joueurs-là. Tu te débrouilles. S'il y en a 2 ou 3 qui partent, je veux bien que tu recrutes 2 ou 3. Mais par contre, les autres, c'est des jeunes du club. C'est des jeunes du club. Ils font que 10% du temps de jeu. Je pense que là, les entraîneurs que tu as autour, on est à peu près dans ce genre de truc. Si on regarde sur une saison, on tourne à 26, 27 joueurs avec les blessures, mais tu tournes sur, comme tu dis, 12, 13, 14, 15 joueurs qui sont en gros tes titulaires. Et en pro, parce que vous savez, quand j'étais entraîneur à Brest, il y avait 33 joueurs, je crois, à l'époque. Donc, ça veut dire que et à l'époque, il n'y avait pas 18 sur feuille de match, hein, c'était 16. 16. Ça veut dire que quand le jeudi, tu annonces ton groupe, on a 17 hein, qui se disent, bon, pourvu qu'ils perdent demain, comme ça l'autre, il va être viré, là, je vais peut-être avoir une chance de... Et le jour du match, tu en as 5 autres qui se disent, pourvu qu'on perde, parce que la prochaine fois, je serai peut-être titulaire. Donc, ça te fait 17 et 5, 22 joueurs. Tu as plus dans l'effectif des joueurs qui sont anti l'entraîneur que de ceux qui j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça, mais c'est vrai en plus. Donc on a tous été joueurs. Hein, quand on est titulaire, on est content. Mais puis dès que le coach se met remplaçant, c'est un gros con, en guillemets. Quoi. Donc, et quand on passe derrière, il faut savoir qu'ils pensent toujours la même chose des joueurs. C'est tout à fait ça. Ahmed, tu voulais parler? Oui, par rapport à la formation des joueurs qui sont intégrés, parce que toi, tu as la fibre aussi formateur. J'ai lancé 17 en pro. Moi, j'ai fait 8 ans de club pro. Tous les entraîneurs qu'on avait à la tête de l'équipe première, les jeunes, c'était pas possible. C'était impossible de les intégrer. Ils préféraient avoir des groupes de 25, 26 joueurs pro. Quitte à aller chercher peut-être parfois des jeunes ailleurs, mais les jeunes chez toi, ils ne les faisaient jamais jouer. Alors après, il y a 2 choses par rapport à ça, Ahmed, c'est que, je ne connais pas un entraîneur qui se prive d'un joueur qui ferait gagner son équipe, quel que soit l'âge. Ça, c'est un critère de base. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le niveau.
Donc, que le mec, il ait 17 ans ou qu'il ait 35 ans, s'il te fait gagner, tu vas le garder, hein, franchement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est vrai que tu as des. Moi, là, c'est là où revient mon passé de formateur. J'ai eu la chance je sais pas, je sais pas combien, j'ai pas compté, mais je sais qu'il y en a 11 qui sont devenus internationaux A français, plus tous les internationaux à l'étranger qu'à un moment donné, j'ai eu dans mes groupes d'entraînement chez les jeunes. Parce que on accompagne, hein, c'est pas les mecs qui disent moi j'ai formé, putain, chapeau, parce que. C'est un passage, quoi. Bah oui, ils sont que de passage avec toi. Et souvent, ceux-là, ils font un passage éphémère parce qu'ils sautent les étapes. Et donc, à partir de là, moi, je sais que quand je suis à Sedan, on n'a pas de moyens. Tu es obligé de faire. Tous les midis, tu manges à la cantine et tu manges avec les éducateurs et le directeur du centre. Il y a aussi ça. Il y a aussi le lien que tu vas créer avec les gens en dessous. À Nantes, à la Jaunelière, mais tous les midis, on partage le truc avec les éducateurs du centre. C'est quand j'arrive à Nantes, faut savoir que on me donne le groupe qui était convoqué parce que j'arrive un petit peu tard. Le groupe qui était convoqué à la reprise, il n'y avait pas Jordan Verretou et Adrien Trebel. Et puis, heureusement que j'écoute Steph Ziani, qui était à l'époque le directeur sportif, et Guy Lyon. Ils me disent, Landry, tu devrais les voir parce que je pense qu'ils vont te plaire. Je leur fais confiance et puis voilà, quoi. Parce qu'il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui connaissent parfaitement le contexte où tu arrives, quoi, hein. Et puis, tous les mercredis, plutôt que de faire, pour préparer ton match, plutôt que de faire des oppositions allez, possibles contre probables qui ne servent à rien du tout au bout d'un moment, moi, c'était toujours une fois, c'était le U19, une fois, c'était la réserve. Comme ça me permettait de voir aussi les forces vives du club. Mais bien sûr. Donc, tu crées du lien et du sens dans tout ce que tu fais par rapport à ça. Oui. Question avant de basculer sur les 2 exercices que tu m'as donnés. Si aujourd'hui, par rapport à ta carrière, tu devais ressortir de tout ce que tu as vécu, que ce soit centre de formation et autres, quelque chose de marquant, alors positif ou négatif, ou les deux, qu'est-ce que tu ressortirais? Que ce soit toi par rapport à ton vécu d'entraîneur, ou par rapport à un joueur, ou par rapport à un match, ou par rapport à un public. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué positivement et négativement? Est-ce que tu as 2 choses qui, toi, te viendront en tête là, comme ça? C'est dur comme ça, je n'avais pas réfléchi du tout, donc c'est instinctif. Moi, tout ce que je peux dire c'est important de bien s'entourer, d'écouter. Et après, par contre, une fois que tu as tranché, il ne faut pas revenir en arrière. Ça, c'est indispensable. Et pour avoir été des 2 côtés, quand tu es adjoint, à partir du moment où le numéro 1 tranche, même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu dois le suivre. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Et après, souvent, tu as observé l'adversaire, tu as une idée, toi, par rapport à tes principes de jeu, de ce que tu veux faire le match suivant. Rester sur ton fil rouge, sur ton idée conductrice, et pas la veille du match parce que tu en as un qui t'a fait 1 ou 2 trucs là, alors que le petit jeu de fin d'entraînement il est 2 fois 6 minutes. Oh putain, il a l'air bien, il faut que je le mette demain. Non. Rester sur son idée première. Ouais. Ben oui, garder ta ligne directive. Exactement. C'est le mieux. Au moins, tu sais, si ça ne marche pas, au moins tu sais que c'est lié à ce que toi tu voulais faire. Ce n'est pas juste un changement au dernier moment qui te perturbe. Il faut vraiment distinguer le joueur de match du joueur d'entraînement. Alors, chez les jeunes, tu sais que le mec il va aborder le match en étant moins affûté physiquement parce qu'il a travaillé comme un fou la semaine. Ça, c'est pas grave. Il doit, au contraire, c'est là où il va travailler l'endurance mentale. Mais par contre, en pro, c'est la grosse différence entre les pros et les jeunes. En pro, tu dois amener tes joueurs affûtés à 100% quasiment le jour du match. Donc, en pro, il y a des joueurs d'entraînement, il y a des joueurs de match. Et il faut arriver à bien les sentir, ceux-là. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect relationnel. Et plus tu connais l'homme qui se cache derrière le joueur, plus tu prends moins de risques dans tes décisions finales. Ouais. Je partage un exercice et puis tu nous le détailles. Donc, alors, il y a celui-là en premier.
Alors ça, c'est un exercice plutôt, on va dire, d'animation défensive. J'ai eu la chance de côtoyer Christian Courcuff 2 fois de suite à Rennes pendant 1 an. Et lui, il avait un exercice, c'était son fameux jeu des portes, où il y avait toujours une porte de plus qu'il n'y a de joueurs sur le terrain. Mais c'était en carré. Et moi, je me suis dit, mais comment je peux le transformer pour qu'il y ait un sens au jeu. Donc là, vous pouvez distinguer 8 portes, 2, 4, 2. Il y en a 4 sur la médiane et puis 2 un petit peu de part et d'autre. Et l'idée, c'est que les bleus ont un sens du jeu vers le bas et les blancs ont un sens du jeu vers le haut. Et pour marquer un point, il faut franchir l'une des 8 portes. Les 8 portes sont à attaquer et à défendre pour les 2 équipes. Et tu ne les franchis que dans le sens du jeu. Ce qui fait que tu travailles défensivement avec la notion d'hors-jeu à la médiane, en libérant tes 2 portes de derrière. Et puis, tu peux travailler le cadrage, couverture, etc. etc. Et donc, c'est un jeu qui, moi, m'a tout de suite plu. Alors, tu peux y mettre une 3e équipe en appui. Ça permet de faire tourner, de prendre le temps quand on doit prendre le temps d'avance. Et puis, ça permet aussi de le garder à la récupération en se projetant vite vers l'avant. Mais on ne marque un point qu'en respectant le sens au jeu. D'accord, donc ça veut dire que comme tu gardes un sens dans le jeu, l'équipe bleue, par exemple, qui va attaquer vers le bas, si elle vient à repasser un ballon par une porte qui est la porte en bas, par exemple, il ne compte pas le point, on est d'accord? Non, non. Et par contre, si dans le sens du jeu. Oui, si elle marque, par exemple, dans la porte très haute, avec l'appui haut, elle va ressortir le ballon dans son camp pour de nouveau remarquer. Elle le conserve. C'est prise et reprise d'espace. Alors après, c'est ce que j'expliquais au BEFF. Et en ce moment, je travaille avec une académie bien connue que je ne citerai pas, si je peux la citer, c'est Bernard Diomet qui m'a sollicité pour accompagner ses éducateurs tous les lundis. Là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ce jeu-là, là, je le traite sous l'aspect défensif, mais on peut aussi le traiter sous l'aspect transition. Ce que je veux dire à tous les éducateurs, c'est qu'un même jeu, c'est pour ça que je crois à des jeux, à des exercices fil rouge, parce que en fonction de ta thématique du jour, tu peux reprendre le même jeu, le même exercice, mais tu vas mettre un focus qui sera complètement différent. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je disais pour classifier des fois des exercices. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, un exercice qui peut-être servira à un échauffement, tu changes une règle ou une passe ailleurs, il devient un exercice autre qu'un échauffement. Ouais. C'est pour ça que je préfère avoir une bibliothèque fil rouge. Et ça ne sert à rien d'en avoir 50 voilà, c'est ça. Amateur. T'en possèdes une quinzaine, une vingtaine et tu les aménages comme tu veux après. Oui, c'est ça. Imed, qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes bien moi, je fais que, tu sais, je fais que ça. Moi, ce que je voulais poser comme question à Landry, c'est que dans le procédé, on sait que sur le jeu, il faut avoir un sens pour rester football. Cohérent. Mais on voit aussi beaucoup. Moi, je regarde beaucoup à l'étranger ce qui se fait, et notamment, j'ai travaillé avec des Espagnols pendant 3 ans, et sur ce type de jeu-là, ils n'accordent pas d'importance, si tu veux, au sens du jeu. Ils vont mettre des appuis, tu vois, à l'extérieur. Ils vont mettre aussi des appuis à l'intérieur. Mais de la possession pure, quoi. Voilà. Mais comme tu disais aussi, il y a toujours un objectif derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que si tu fais 20 pas, c'est que ça sert à rien. Voilà. C'est quoi le but à la fin? C'est pour ça qu'à un moment, je pense qu'ils ont changé aussi leur façon de jouer et d'intégrer beaucoup plus la notion de transition. Et en fait, ces jeux-là ont été transformés. Donc, toi, qu'est-ce que tu préconises en fait aux jeunes éducateurs? Parce que on est écouté aussi par beaucoup d'éducateurs au niveau amateur. Est-ce qu'ils doivent rester dans les procédés qu'ils apprennent, tu vois, un petit peu dans les formations, ou est-ce qu'ils doivent avoir aussi leur personnalité, leur perception un peu des... Moi, je suis plus à la DTN aujourd'hui, donc je peux parler librement. Quand Hubert Fournier me demande de reprendre le BEFF, à l'époque, j'avais des éducateurs à Rennes qui passaient le BEFF et on me parlait de PMDT, de PMA, de PME. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire, pour être très honnête. Donc, moi, j'ai dit à Hubert, je veux bien reprendre le BEFF, mais il faut faire des choses que tout le monde a l'habitude de faire en club. Donc, moi, aujourd'hui, même le mot procédé, pour moi, ça ne me parle pas. À titre personnel, je suis à l'aise. Tu construis une séance, pour moi, elle doit avoir un fil conducteur du début à la fin. Et le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Je prends un exemple tout bête, l'occupation de l'espace. Ok, point barre. Donc, tu
ta seule préoccupation, c'est l'occupation de l'espace. Ouais. Et si il y en a un qui déforme mal le machin, c'est pas ton objectif du jour. Donc, si j'ai un conseil à donner aux éducateurs, à partir du moment où vous avez un focus sur votre séance, vous devez rester sur ce focus-là. Si vous avez la chance d'avoir un adjoint, lui peut, sur un plan individuel, aller faire des correctifs sur une autre thématique. Je pense qu'on est assez en phase là-dessus. Moi, en tous les cas, Lolo, je ne sais pas si tu es d'accord. Tu fais ça toi aussi? Ouais, je pense qu'on est tous en. Seb, il doit faire ça aussi, je suppose. Oui. Ouais, et il m'aide aussi, non? Il m'aide. Ouais, donc nous, on n'est pas formatés, donc on est très. Juste, excuse-moi, Pépite, juste un petit détail. Actuellement, je suis en formation avec la Fédé algérienne sur un diplôme. Et je pense que Landry connaît peut-être un petit peu Ali Mousser. Oui, je l'avais fait d'ailleurs un appel du pied. S'il avait envie, comme en ce moment je ne fais rien, d'avoir 2 ou 3 interventions, je viendrai avec plaisir. Voilà. Il doit être débordé. et en fait, c'est ce que je disais récemment, c'est que on enferme souvent les entraîneurs sur des idées directrices qui viennent des formations. Et on a peu de liberté, justement. Je parle des éducateurs un peu moins chevronnés. Hein. Ouais. Ils ont moins de liberté à penser leur séance. C'est-à-dire qu'on les amène vers quelque chose qui est figé, en fait. Ils doivent faire ça. Pour moi il faut tu vas observer un éducateur, tu t'enrichis, tu picores. Tu vas en formation, tu picores. Il faut picorer et tu peux construire. Ouais, mais là, tu vas toucher des entraîneurs créatifs après. Et ce que je disais, sur 100% d'entraîneurs, je pense que tu as des entraîneurs créatifs, si tu en as 5-10%, c'est déjà bien. Après, tu as 5-10% qui vont prendre un exercice et le réadapter. Ça fait que 15-20% en tout. Et après, tu as 70-80% de consommateurs qui vont mettre en place des exercices qui, des fois, n'ont rien à voir avec ce qu'ils espéraient ou qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils peuvent faire. Et des fois, c'est même pas bien recopié, donc du coup des fois c'est un peu foutoir, donc c'est vrai que c'est pas simple pour beaucoup de créer, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, non, mais c'est pas simple de créer. Moi je parle de ce que, en tout cas de ce que je vois, ou moi avec mon réseau et tout, je trouve que beaucoup d'entraîneurs en fait sont plus je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis appelé à Sedan, j'appelle immédiatement Francis Mérecky, paix à son âme, que j'avais eu pendant 2 ans, parce qu'à l'époque, le BEPF, c'était sur 2 ans. Et je dis, voilà, Francis, j'ai accepté l'offre de Sedan. Quel conseil tu me donnes? Est-ce que je dois faire des séances que j'ai l'habitude de faire depuis plus de 15-20 ans maintenant avec les jeunes? Ou est-ce que je dois prendre des exercices que j'ai vu faire de la part d'entraîneurs pro que j'ai côtoyés? Et il m'a dit, écoute Landry, fais ce que tu sais faire et simplifie-les au maximum, parce qu'avec les pros, il faut simplifier au maximum. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Cet exercice que vous venez de voir, là, je l'ai fait avec les professionnels, sans problème. Et parce que quand tu maîtrises quelque chose, tu fais passer tes messages plus facilement. Ouais. Quand tu reprends des trucs d'autres, tu les as pas appropriés. À maîtriser. Mais on est d'accord. Tout ça, c'est sourd, simple. Et puis le joueur, qu'est-ce qu'il aime? C'est jouer. Hein. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça que pour moi, tout doit être fait sous forme de jouer. C'est ça. Ouais. Et encore plus au niveau amateur, quand le mec il a travaillé et qu'il a que 2 ou 3 séances par semaine. C'est ça. Allez, je te propose le deuxième exercice. Hop, c'est un jeu. Oui, alors ça c'est un jeu d'animation offensive. Ça c'est un truc que j'adore. Alors je sais qu'il faut de temps en temps pas toucher aux droits du joueur, mais après ça correspond à mes principes de jeu. Donc là il y a 3 zones. Alors l'équipe bleue, c'est l'équipe qui attaque de droite à gauche en regardant le schéma. Elle a 2 touches dans sa partie défensive. Pourquoi? C'est pour… Ah non, pardon, je confonds avec un autre exercice. Excuse-moi, Philippe, c'est un truc sur les rythmes. C'est un truc sur les rythmes de jeu, ça, pardon, que je t'ai donné. Donc, il y a 3 équipes de 6. Pourquoi j'ai créé ces jeux-là? Parce que souvent, les équipes, elles vont soit tout le temps très vite, ou alors très lentement en faisant de la conservation qui ne sert à rien, ronronnante. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un truc pour que les garçons sentent les différents rythmes de jeu. Donc, les bleus, imaginons les bleus, ils sont en attaque placée.
ils ont le ballon, ils sont en attaque placée. Tant que tu es en attaque placée, donc il y a 3 équipes de 6, hein, les appuis sont à l'intérieur du terrain. Bon, là, les appuis excentrés, ils sont pas au point de corner parce que plus ça va avec ça fausserait, les adaptes, ils sont en ligne de pointillés pour pas être hors jeu, pour vivre avec leur équipe. C'est comme s'ils étaient le joueur excentré de l'équipe qui attaque. Donc, quand l'équipe a le ballon, elle n'a pas le droit aux appuis. Elle doit prendre le temps d'avance par une circulation rapide du ballon, en utilisant les espaces libres et libérés. Voilà, c'est un 6-6 en attaque placée face à une défense placée. Par contre, à la récupération des blancs, tout va dépendre de l'endroit où ils récupèrent le ballon. S'ils récupèrent le ballon dans leur partie basse, ils doivent quelque part élargir le jeu. Donc, ils ont la possibilité de toucher les 2 appuis qui sont à l'intérieur du terrain, jaunes, qui se situent sur la bande médiane. D'accord? S'ils récupèrent le ballon tiers médian, l'équipe blanche, ils peuvent utiliser leurs 2 joueurs excentrés jaunes qui se situent dans la bande haute. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent le faire pour apporter un surnombre momentané, comme à la récupération du ballon, où on doit garder le temps d'avance parce qu'on vient d'éliminer 1, 2, 3 adversaires. Et franchement, pour l'avoir fait avec toutes les catégories, à tous les niveaux, notamment l'été dernier avec la R1 du club du Golden Lion en Martinique, c'est un magnifique jeu pour faire sentir les rythmes de jeu. Oui, ça Je vous invite à le faire. On ne touche pas aux droits du joueur et par contre, tout le monde est concerné. Ce qu'il y a de bien, c'est que ta largeur en fait, permet sur un temps de récup, soit tu peux contrer tout de suite parce que le mec il a perdu le ballon, tu peux de suite donner à un attaquant, il marque, ça enchaîne direct. Et les appuis te permettent de canaliser en fait ta récup, de la rendre propre. C'est ça qui est bien. Quoi. Ouais. Imed, expert. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est, je voulais savoir un peu, est-ce que tu as un aménagement différent à ça, une évolution par rapport à ce jeu? Alors là, c'est sur un modèle plus réduit, hein. Mais après, je le fais en 2 équipes. Je le fais en 2 équipes sans une troisième pour que les garçons se sentent complètement impliqués. Donc, c'est un 8 contre 8 notamment. D'accord, donc tu as agrandi l'espace de jeu et là, tu passes à 2 équipes. Exactement. Okay. Après, tu peux limiter peut-être un certain nombre de touches, soit dans la partie basse, en fonction de ce que tu recherches. Moi, j'aime pas trop. Limiter le nombre de touches basses. T'aimes pas trop ça. Alors, quand tu es à 2 équipes, si tu veux rester dans mes principes de jeu, moi, c'est en gros, tu veux ressortir proprement le ballon et que le ballon aille vite, c'est 2 touches dans sa partie basse. J'aime bien une touche dans la partie médiane qui est plus réduite. En gros, c'est 20-12-20. Et pourquoi? Parce qu'à partir d'une prise d'appui, on déclenche. Mais donc, ça a des limites parce qu'on touche au droit du joueur. Mais c'est toujours joli, par contre, dans la partie haute, pour que les créateurs, les dribbleurs, tout, ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, sur la partie médiane, pardon, excuse-moi, Pépite. Sur la partie médiane, tu réduis le nombre de touches pour donner de la vitesse. Moi, je fais 2 touches, une touche libre. En gros, c'est mon jeu, 2 touches, une touche libre. Donc c'est ce qui va permettre d'accélérer le jeu. Oui. Et puis, ça veut dire que quand tu fais tes schémas préférentiels sans opposition avec des mannequins, bah, par exemple, quand un latéral franchit la ligne d'avantage, il prend appui sur l'attaquant axial, ou quand c'est l'axial qui prend la ligne d'avantage, il s'appuie sur un attaquant excentré. Puis voilà, c'est pour avoir une continuité avec mes principes. Hein. Là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse ce que tu viens de dire. Sur la partie exo, tu parlais de partie analytique. Oui. J'ai vu que sur l'aspect fédéral, c'est presque proscrit en fait. On nous dit qu'en fait, il ne faut plus faire. Ou du moins, on nous a dit dans les années. Moi, j'en fais. Hein. Voilà, non, mais justement, moi, quand j'étais à la DTN, j'en faisais avec les équipes de France. Hein. Voilà, moi, je trouve que parfois, à travers l'analytique, on peut donner des repères. Ça dépend ce qu'on veut travailler aussi. Oui. Alors après, je démarrais tout le temps à partir d'une touche. C'est là où je faisais mes phases arrêtées. Ouais, ok. Lolo, il observe, attention, il est en train de noter. Tu copies? Non, j'aime bien. C'est du principe des jeux, des structurations que j'ai l'habitude de faire aussi. Et je rejoins Landry aussi, qui peuvent
venir compléter ce que disait Imed aussi, l'analytique, c'est-à-dire que tu retrouves des principes avec ta préparation, ton espèce de préparation et puis ton changement de rythme sur la partie haute. Et puis voilà. Moi, ça m'est arrivé de le faire, tu sais quoi ça? Avec 2 équipes, avec du coup 4 joueurs en appui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Landry, alors moi je ne mettais pas 6 appuis, j'en mettais 4, mais par contre les appuis côtés, ils partaient bien de la médiane, on va dire, d'accord, dans le tempo de l'équipe qui est leur équipe qui attaque. Et en fait, je faisais au niveau du tracé qu'il y a sur le côté avec les pointillés, je faisais un tracé qui rentrait au fur et à mesure en gros sur la hauteur des 6 mètres. Ouais. Tu vois, et ça faisait un tracé, un arrondi au fur et à mesure de plus en plus, comme une courbe d'ailier qui rentre pour centrer. Et l'idée, c'est que du coup, tu te retrouves avec 2 équipes, 4 joueurs en appui. Quand ton équipe attaque, l'ailier droite ou gauche peut rentrer au fur et à mesure dans la course sans être hors jeu, bien sûr. Et du coup, quand tu lui donnes le ballon, il n'a plus la contrainte de la ligne qui oblige la passe toujours plus loin. Alors que dans un vrai match, la passe, ça va être souvent de plus en plus proche du but pour le centreur qui rentre en débordant, qui rentre. Et pour amener à ce que tu te retrouves dans une situation d'un ailier ou d'un joueur offensif qui se retrouve à centrer, soit très proche du but, soit dans l'arrondi de son attaque. Et du coup, ça donnait un contexte intéressant parce que du coup, tes milieux offensifs étaient libres, bien sûr, parce que du coup, il n'y avait pas de défenseur sur eux. Et du coup, je m'apercevais que les joueurs de l'axe, les équipes, donnaient vraiment ces ballons propres dans la course avec la problématique que j'ai, qui est souvent l'appel à vide. Dans le milieu amateur, je ne sais pas si en pro on l'a plus, mais dans le milieu amateur, ce côté appel à vide, il est très compliqué parce que les joueurs n'ont peut-être pas été formés, tu vois, tout ça. Et pour eux, c'est très dur de se lancer sans qu'ils aient eu le ballon avant. Alors, et du coup, cet arrondi, il était intéressant parce qu'ils accompagnaient l'attaque. Et du coup, les joueurs qui avaient le ballon, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être touchés dans cette zone avec l'arrondi, ils donnent beaucoup plus facilement le ballon au joueur qui fait l'appel à vide. Et je trouvais que c'était intéressant pour formater un peu les joueurs à donner peut-être le ballon à un joueur qui fait un appel à vide et surtout donner la course. C'était un truc, Lolo, je t'enverrai s'il faut. Le jeu sans ballon en amateur, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. La course, elle est faite uniquement pour recevoir le ballon. Les fausses pistes et tout ça, c'est. Mais pour moi, c'est pas uniquement la faute des joueurs, hein, parce que les éducateurs, ils les valorisent pas. Ouais. Donc, il faut aussi prendre du recul. Et si tu commences à valoriser, j'ai vu ta course, c'est pas grave, t'as pas suivi. Valoriser, parce que si tu valorises pas, le mec il dit c'est bon. C'est un aveugle, il voit jamais. Ouais, donc, non, mais c'est souvent la faute des éducateurs qui ne les valorisent jamais parce que certains ne les voient pas et d'autres ils sont centrés uniquement sur le ballon. Et un truc qui est intéressant, par rapport on en vient à cette course à vide. Si tu fais l'exercice, là, cet exercice-là, encore une fois, même sans les appuis, tu le refais, mais sans le ballon. Juste par la parole. Tu sais, il donne ou avec le ballon, non, sans ballon, et tu leur fais par la parole, mais tu gardes la notion d'hors-jeu. Tu vas voir le nombre d'appels dans le vide que tu as. C'est un truc de fou. Donc, comme quoi, ils savent le faire, mais dès que tu mets le ballon, c'est plus compliqué. Il y a la notion tactique, il y a plein de choses. Je vous invite une fois à faire ne serait-ce que 10 minutes dans une séance, un jeu sans consigne particulière. On ne joue que dans les espaces libérés. Je n'ai pas dit espace libre. Espace libéré. Vous allez voir que s'il n'y a pas de course, il n'y aura jamais d'espace libéré. Et là, ils vont le faire naturellement. Et vous, ça va vous éveiller. Mais du coup, si tu n'as personne qui bouge, le joueur qui a le ballon, il ne donne pas le ballon, du coup. Non, il va le perdre parce qu'il va. C'est bien, ça oblige. C'est une règle qui oblige de contourner la règle et d'aller chercher les espaces. Exactement. Ouais. C'est bien. Tu fais l'échauffement au départ, là, à la main, avec un ballon de hand, par exemple. Ouais. C'est intéressant. Mais c'est nickel, non, c'est bien. Je ne sais pas si. Lolo, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est l'exercice, ça plaît bien. Moi, j'aime bien cette recherche de toujours vouloir surprendre et garder son fil conducteur, sa ligne directrice en proposant des situations jouées parce que dans le monde amateur, on est pour appâter le joueur, il faut ça. Donc, tout le temps être dans la réflexion et comme disait Landry, sur des exercices ou des séquences de jeu
un thème change, une orientation, une densité, tout change et l'exercice a un autre but. Et moi, je suis quelqu'un, c'est mon fonctionnement, c'est-à-dire que je prends jamais mes séances. Toutes mes séances sont faites au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai mon calepin, je fais ma séance, je sais où je veux aller et je construis ma séance au jour le jour. Il n'y a pas de séance, pas dire répétitive, parce que c'est toujours à peu près, on est obligé. Mais j'essaie d'être créatif et encore une fois de me creuser la tête pour proposer quelque chose d'intéressant où le joueur a aussi à réfléchir pour s'ouvrir à une démarche collective. Donc voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et voilà, je suis admiratif des gens qui préparent les séances et qui mettent tout sur l'informatique. Moi, je vous voir, c'est mes cadres de séance, c'est comme ça. Je marche à l'ancienne et j'essaie d'être le plus créatif possible en gardant ce que disait Landry. J'ai pas mon projet de jeu, mais mes idées de jeu, et j'essaie de les matérialiser au quotidien sur ces exercices et où je veux aller pour le week-end pour forcément préparer la compétition. Les dernières questions, moi, chacun va poser sa question à Landry. Et l'idée, c'est de poser une question où la réponse doit être assez brève. En gros, l'idée, c'est... Moi, j'en pose une. Après, chacun, Seb, tout ça, vous en posez une. Moi, par rapport à ton vécu, ton expérience, j'aimerais savoir si tu as bien ressenti une différence liée au poste. Est-ce que tu as une pression différente entre être un directeur de centre de formation, un entraîneur d'équipe jeune dans un club pro, être entraîneur adjoint en pro, être entraîneur principal en pro ou être entraîneur de sélection? Est-ce que tu as ressenti une pression différente de par le public, de par le contexte du club ou de la sélection? Est-ce que tu as ressenti un poste plus compliqué à maîtriser ou un poste qui est vraiment dur à maîtriser? Ben là où tu ressens là où tu es jugé sur les résultats, c'est uniquement quand tu es entraîneur pro, il faut être clair. Mais moi, j'adore ça parce que c'est l'adrénaline du match. Le jour du match, c'est bon, tu sens monter le truc, quoi. Après, le métier qui te prend le plus de temps, 7 jours sur 7, je dirais pas 24 sur 24, il ne faut pas abuser, c'est celui de directeur de centre. Ouais. Et parce que tu reçois les familles, c'est le week-end, tu as toujours un truc à gérer le soir ou le matin très tôt. Donc voilà, mais par contre, celui où tu es le plus tranquille, c'est quand tu es entraîneur de jeunes. Parce que là, tu es là juste pour amener des joueurs en équipe première. Il ne faut pas l'oublier. Le public, quand tu es passé sur le... Après, moi, j'ai démarré direct avec des moins de 17 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là aussi, c'est important de savoir avec qui on veut être. Moi, aujourd'hui, j'aurais du mal à être avec des garçons. Je suis capable de faire une séance avec des écoles de foot, la préfo, tout ça, mais c'est pas mon public préféré, ça. J'ai besoin d'avoir des mecs déjà qui ont une certaine connaissance du foot. Ok. Seb? Dernière question, Landry, si tu avais à définir les 3 joueurs les plus talentueux que tu as eus. Alors, sans hésiter dans l'ordre, Johan Gourcuff, parce que pour moi, c'est la définition même du sport collectif. Il était même une passe à 50 cm, il faisait en sorte que ça soit une offrande, un cadeau pour son partenaire. Donc, en un, Johan, mais sans hésiter. Et puis après, il y en a tellement que je me garderais j'aurais du mal à les citer parce que je dirais l'extrême, je n'en citais que 2. L'extrême, c'est ils t'en voudront pas, hein, t'inquiète. Non, mais c'est facile de citer les mecs qui brillent actuellement. Ouais. Mais il fallait être un aveugle pour pas voir. Les 2 que je cite, c'est un. Johan, c'est par rapport à l'image que moi je me fais du sport collectif. D'accord. Ouais. Ça, c'est le sport collectif, c'est mettre son partenaire dans la meilleure condition. Ça, c'est mon idée de perso et c'est celui qui me vient. Et l'autre, c'est qu'il ne faut pas porter des jugements trop hâtifs. Et il a fait une énorme carrière, c'est Michael Sylvestre. Au tout début, et il était en grosse difficulté.
Et lui, c'est à force de travail qu'il y est parvenu. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester toujours très, très prudent dans ses jugements. Ne pas porter de jugement trop hâtif. Oui. Mais j'en ai tellement vu que… c'est les deux qui viennent comme ça sans réfléchir. Lolo ou Imed, vas-y. T'en as une, Laurent. Lolo. Moi, juste Landry, savoir sur tout ton parcours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou, comme tu disais tout à l'heure, tu as pioché de tous tes différents éducateurs, tes différentes rencontres, et est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui était un moteur pour toi ou une référence, où tu t'es construit en picorant un petit peu à droite et à gauche de toutes tes expériences et tes rencontres? Sincèrement, j'ai picoré à droite et à gauche. Après, il y a forcément des gens qui t'ont marqué plus que d'autres. Monsieur le millénaire. Ah oui. Cette simplicité, cette humilité, ça pour moi, et au niveau des relations humaines. Ensuite, bien sûr, il y a eu Patrick Rampillon et Yves Colleux qui m'ont mis le pied à l'étrier au centre de formation du Stade Rennais. Je cite les deux parce qu'il y en avait un, c'était le côté direction, et l'autre, le côté purement technique, la recherche permanente. Combien d'heures on a passé à échanger sur un truc qui était fait à l'entraînement. C'était fantastique. Il y a eu Christian Courcuff pour le côté défensif, ballon devant le bloc, à l'intérieur du bloc, derrière le bloc. Il avait matérialisé, il avait mis sur papier tout ça et il le faisait partager. Et puis le dernier, parce que j'avais la chance tous les jeudis d'aller à la Jaunelière voir l'entraînement des Nantais, que je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, le jeudi, il y avait école au Stade Rennais, on était libre. Puis j'avais mon frangin qui habitait tout près de la Jaunelière. J'allais voir les séances de Reynald Nouex, et je m'en suis beaucoup inspiré parce que des fois, c'est quoi ton thème aujourd'hui? C'est les joueurs qui vont m'induire le thème du jour. Oh putain, refaites-moi ça. Regardez les autres. Et là, je me dis, putain, ça, c'est fantastique parce que pour moi, ça, c'est des artistes, quoi. Et donc, c'est un mix de tout ça, sans me prendre pour ce que je suis pas. Voilà. Et l'animation offensive, pour moi, tu peux pas déterminer à l'avance A donne à B, qui donne à C, qui donne à D. Putain, dans le match de foot, il va y avoir un mec qui va se mettre entre A et B. Tu fais comment? Ouais, exactement. Donc, tu dois laisser libre. Tu dois donner une idée directrice, mais après, tu dois laisser libre cours et libre initiative aux joueurs. C'est pour ça que tu as dit depuis tout à l'heure, tu as dit sur les deux exercices, tu as mis je ne mets pas de contraintes à mes joueurs. Mais c'est exactement ça. En fait, les joueurs doivent jouer. Toi, tu leur donnes des règles de base globales et eux, ils doivent s'amuser dans ces règles-là. Ils doivent se lâcher. Ils ont besoin d'un cadre et dans le cadre, ils doivent s'amuser. Oui, c'est ça, exactement. Imed? Non, moi, juste merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Ça a été un moment de plaisir, comme d'habitude d'ailleurs avec l'équipe. Il y a Bruno qui n'est pas là, mais bon, je pense là, il est 21h, il doit dormir. mais sinon, non, franchement, c'était un moment de plaisir. Et puis, je pense que c'est aussi inspirant pour les jeunes éducateurs qui sont avec des 17 ans nationaux en club amateur et qui ont envie de faire une carrière. Et c'est pas simple parce que c'est devenu un métier de réseau. Parfois, Didier Kenyer m'avait dit un jour que le réseau est plus important que les qualités dans le football. Et plus tu vas avancer, et plus ça sera comme ça. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte de plus en plus. Donc, je pense que les gars, il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils continuent à travailler. Et puis, en espérant voir des éducateurs du monde amateur arriver un peu plus haut. Ouais. Landry, ton retour merci à vous, merci de m'avoir invité. C'est presque trop court. Moi, je suis un passionné. Oui, nous aussi, c'est un échange. Partagé, c'est presque même frustrant de le faire par visio et émission. Voilà, là, comme je suis dans un temps mort, j'espère vraiment rebondir et qu'un jour, quelqu'un me refasse confiance pour prendre une équipe, parce que c'est vraiment mon vœu. Et là, en attendant, je fais des missions à droite à gauche. Je vais aller encadrer des éducateurs d'une académie au Sénégal là, du 17 au 22 novembre. Voilà, je vais au VOC. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai créé mon petit club FC. Et puis, j'organise un truc, Laurent, il faudra dire à tes joueurs, c'est la trêve. Je fais un tournoi de tennis ballon au paddle, au Brace Paddle, le 20 décembre, comme ça.
avec l'utilisation des parois vitrées pour que les mecs ils puissent s'amuser pendant la trêve de Noël des confiseurs. Donc, il y a un qui n'hésite pas à s'inscrire. Je passe on la aurait été bien, nous, à deux, sur le paddle. Hein. Comment? Non, je dis avec Seb, on aurait été bien au paddle. Mais là, on ne joue pas au paddle. Hein. On fait un tennis-ballon avec les parois du paddle. Oh, pareil, à deux, on est bon aussi. Je rebondis sur ça, Landry. La chaîne, là, tu disais, ta chaîne, c'est LFC. Ah non, c'est pas ma chaîne. J'ai créé un petit truc qui s'appelle Club LC. Ok. Et c'est comment c'est accessible? Comment hein? On le mettra. Facebook, LinkedIn, tout. D'accord. On le mettra. On partagera. On le partagera. Merci beaucoup. C'est gentil. En tous les cas, Landry, on te souhaite le meilleur pour la suite. C'est clair que un riche parcours et on te souhaite une bonne continuation. En tous les cas, tu nous tiendras au courant. Et si tu reprends un club, on sera tout content de te réinviter. Comme on réinvitera d'ailleurs d'autres entraîneurs qui sont déjà passés, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, Christophe Gamel, des entraîneurs comme ça qui sont atypiques, vraiment de fou, et qui au final bougent beaucoup. Mais on l'avait déjà eu, souvenez-vous les gars. C'était marquant, mais de fou, quoi, le mec. Donc, des coachs comme ça, on en aura d'autres et plein qui vont arriver. Donc, on va continuer l'émission Coach Live. Et puis, encore une fois, le partage d'expérience. Et puis, retenez les choses. Faites ce que vous aimez faire. Et faites-le librement, sans contrainte. Et les joueurs, pareil, qui s'amusent. Le jeu avant tout. Voilà. Et le dernier arrivé, le petit nouveau, il paye un coup, non? Non? Ah ben, ça serait bien, on ne se voit pas. Il a raison, Landry. On ne se voit que par écran. Tu vois, il aurait dû payer son coup, là. Landry, il n'est pas loin, ça peut le faire. Merci, Seb. Merci. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer, de faire un truc peut-être plus global avec beaucoup de monde invité. Ça pourrait être vraiment génial dans une grande salle. Et le partage d'expérience en direct, ça pourrait être vraiment top, d'ailleurs. À voir. C'est une bonne réflexion à avoir, en tous les cas. Ça serait sympa. Imed, tu peux organiser ça sur Paris? Ouais, quand vous voulez, les gars. Ça serait top, ça. Corner, ça marche. Avec plaisir. Au corner, Bruno, il a les clés, je crois. Il y a des clés, Bon, merci beaucoup, Landry. Merci à toi. Salut à tous. Merci encore. Ciao. Salut. Ciao, à bientôt.